16 mois après son arrivée place Beauvau, Gérard Collomb tire sa révérence. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur a cédé sa place ce matin à Édouard Philippe qui assurera l'intérim, le temps de désigner un remplaçant. Gérard Collomb qui peut maintenant rentrer à Lyon où il devrait prochainement retrouver son écharpe de maire. On en reparle dès le début de ce journal avec Rosine Fèvre. Hasard ou pas du timing, 4 heures après sa démission, Gérard Collomb s'est félicité de l'arrestation de Redouane Faïd. L'homme le plus recherché de France a été tôt ce matin interpellé. Sa cavale s'est arrêtée dans l'Oise, à Creil, où il était hébergé. 6 autres personnes, dont 4 membres de sa famille, ont également été arrêtés. Et puis, ce nouveau bilan en Indonésie, 5 jours après le séisme et un violent tsunami, les autorités font état de 1407 morts au moins, de plus de 2500 blessés également. Sur place, face au risque d'épidémie, on s'active toujours pour sortir les cadavres des décombres. C'est ce que nous racontera notre envoyé spécial, Philomène Remy. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal. Une image pour commencer, celle de ce départ express de cette passation de pouvoir organisée à la hâte. Gérard Collomb a donc quitté tôt ce matin le ministère de l'Intérieur. Le désormais ex-ministre a passé la main, place Beauvau, au Premier ministre qui assure maintenant l'intérim. Tout du moins le temps de lui trouver un successeur, un remplaçant. Gérard Collomb voulait aller vite, quitter rapidement le gouvernement pour s'investir pleinement dans la campagne des municipales à Lyon. Les explications tout de suite de Noémie Roche. La passation a été organisée précipitamment. Après avoir attendu de longues minutes seul sur le perron du ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, accompagné du Premier ministre Gérard Philippe, vient faire ses adieux à son équipe. Je quitte avec regret, je vous le disais, ce ministère. J'ai profondément aimé les femmes et les hommes qui le composent. Lors de son discours, l'ancien ministre a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le pays. Gérard Philippe assure désormais l'intérim du ministre de l'Intérieur. Pour être présent à la passation de pouvoir, le Premier ministre a dû annuler en catastrophe un déplacement en Afrique du Sud. Le visage fermé, il a poliment remercié l'ancien numéro 2 du gouvernement. Pendant ces 16 mois, j'ai pu apprécier la très grande culture qui est la vôtre, le caractère direct de l'expression. Pour tout ce que vous avez fait ici, monsieur le ministre de l'État, soyez remercié. Gérard Collomb retrouve maintenant la mairie de Lyon, qu'il a dirigée pendant 16 ans avant de devenir ministre en 2017. Le départ de ce soutien de la première heure d'Emmanuel Macron plonge le pouvoir déjà fragilisé par une rentrée difficile dans une nouvelle crise. Ce que n'a pas manqué de relever l'opposition. 3 ministres d'État ont quitté ce gouvernement. François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Et Nicolas Hulot et Gérard Collomb ont imposé leur calendrier à un président de la République dont on a l'impression qu'il ne maîtrise plus rien. Mais le Donc il y a une gouvernement, crise politique inédite et majeure. Plusieurs noms circulent pour remplacer le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Mais la nomination provisoire d'Édouard Philippe souligne la difficulté pour l'exécutif de trouver un remplaçant à Gérard Collomb à ce poste stratégique. Rosine Fèvre, bonjour. Bonjour. C'est un départ qui intervient un peu plus tôt que prévu. On l'avait annoncé pour la fin de l'année, au printemps. Finalement, ça se passe maintenant. Deuxième démission d'ailleurs réclamée en 48 heures seulement. Pourquoi si vite? Ça embarrasse en tout cas clairement l'Élysée et Emmanuel Macron, hein. Oui, bien sûr, c'était pas prévu au casting. Ce qui se passe, voilà, ça a été décidé dans la nuit. Le président de la République a envoyé un communiqué comme quoi il acceptait la démission de Gérard Collomb. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, on voit un Premier ministre qui a le don d'ubiquité, qui est chef du gouvernement et chef de lui-même, puisqu'il sera donc par intérim le nouveau ministre de l'Intérieur. Bien sûr, cette situation ne peut pas durer et donc il va falloir que l'Élysée trouve très vite une solution et trouver le bon casting, ce qui n'est pas évident. Alors ça risque de prendre du temps, effectivement. On avait déjà vu pour les précédents départs Nicolas Hulot notamment, hein, ça avait mis un certain temps avant de trouver un remplaçant. Certains évoquent un problème de réserve qui serait réel, hein, et concret pour Emmanuel Macron. Les potentiels remplaçants, ils ne se bousculent pas au portillon. Mais il y en a sûrement qui se bousculent au portillon, mais ils font sans doute pas l'affaire. Et
c'est vrai que c'est inédit dans l'histoire aussi de voir un ministre de l'Intérieur, qui est un poste quand même très exposé, très politique, surtout dans une période où il y a des risques d'attentats qui sont très forts, de vouloir absolument partir. On avait l'impression qu'hier, c'était le prisonnier de Beauvau qui voulait à tout prix s'en aller. Donc beaucoup grattent à la porte, bien évidemment, parce que c'est un tremplin, comme pour beaucoup. On se souvient de Manuel Valls, qui est passé après à Matignon, et d'autres encore, Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Donc voilà, mais ce n'est pas un ministère qui s'improvise. Il va falloir des personnalités à la fois qui soient effectivement très politiques, qui soient capables d'être et avoir la santé pour se faire réveiller toutes les nuits et d'accepter de dormir 3 heures par nuit, d'avoir un sens politique profond, d'avoir une expérience. Donc c'est vrai que les une réserves... proximité aussi avec le chef de l'État, parce que Gérard Collomb, la loyauté. il faisait partie de ses fidèles parmi les fidèles. Bien sûr, il faut... Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui sait tout sur tout le monde. Donc vous ne pouvez pas mettre quelqu'un... Alors tout le monde disait pourquoi il n'a pas pris Manuel Valls. Mais le problème de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, c'est que Manuel Macron... Il est en Espagne maintenant, Emmanuel. Il est d'abord en Espagne et il ne croit pas beaucoup à la loyauté de Manuel Valls. C'est pour ça qu'il l'a laissé sur le banc de touche. Et c'est pour ça qu'il va à l'assaut de la mairie de Barcelone. Donc c'est très compliqué. Il faut de la loyauté, il faut un sens politique très aigu, et puis c'est une responsabilité énorme. Donc il faut avoir beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que ça ne court pas les rues, effectivement, dans les rangs d'En Marche, où ils sont trop jeunes ou pas assez expérimentés. Donc il va falloir trouver... Il y a quelques noms qui circulent comme Pechnard, Frédéric Pechnard, mais c'est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc comment imaginer que ce soit un proche de Nicolas Sarkozy qui sera au fait de tout, alors qu'on parle éventuellement, pourquoi pas, d'un retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique française. Pareil pour... le procureur Molins, c'est ce qu'un magistrat peut être à la tête diriger des policiers. Castaner, est-ce qu'il a assez d'épaules? Voilà, beaucoup de questions. Il va falloir peut-être que le gouvernement prenne son temps. Merci beaucoup, Roselyne. Évidemment, on suivra cela attentivement. Vous serez de nouveau conviés sur ce plateau pour commenter ce choix une fois qu'il aura été fait. Hasard du timing ou pas, dans la foulée de son départ, Gérard Collomb, en tout cas, s'est illustré par un tweet, quelques lignes pour se féliciter de l'arrestation de l'homme le plus recherché de France. Interpellation, vous le voyez, de Redouane Faïd. Les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité, leur détermination à faire respecter la loi de la République. Redouane Faïd, qui a donc été arrêté ce matin dans la ville où il a grandi, la ville de Creil, dans l'Oise. L'interpellation s'est déroulée sans incident aux alentours de 4 heures du matin, un peu plus de 3 mois après sa spectaculaire évasion de la prison du Réau, le braqueur multirécidiviste qui retourne donc derrière les barreaux avec à ses côtés 6 autres personnes, dont 4 membres de sa famille. Regardez. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd s'évade par hélicoptère de la prison de Réau. Nous sommes le 1er juillet. Ce jour-là, un commando armé prend en otage le pilote d'un hélicoptère pour l'obliger à se poser dans la cour d'honneur de la maison d'arrêt au moment où Redouane Faïd est au parloir. Une évasion spectaculaire. L'hélicoptère est retrouvé, mais Faïd est introuvable. Sa traque va durer 93 jours. La trace du braqueur est retrouvée le 24 juillet à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Faïd et son frère forcent un contrôle de gendarmerie et abandonnent leur véhicule dans le parking d'un centre commercial, avec à son bord des explosifs factices. Les 2 fugitifs laissent aussi derrière eux de nombreux indices qui vont les trahir jusqu'à l'arrestation de ce matin. À Réau, Redouane Faïd, 46 ans, purgeait une peine de 25 ans de prison suite au meurtre d'une policière. En mai 2010, après l'échec d'une attaque de fourgon blindé et une course-poursuite avec la police à Villiers-sur-Marne, au cours de laquelle Aurélie Fouquet est abattue, Faïd est arrêté. Spécialiste des attaques de fourgon blindé, Faïd était aussi surnommé le roi de l'évasion. En 2013, il avait réussi à sortir de la prison de l'île Sequedin en 15 minutes après s'être servi de 4 surveillants comme boucliers humains. Sa cavale avait duré 6 semaines.
5 jours après le séisme et le passage d'un tsunami, l'Indonésie compte toujours ses morts. Le dernier bilan s'établit désormais à 1407 tués et plus de 2500 blessés dans le tremblement de terre et le raz-de-marée. Impossible d'établir un décompte exact. Vous le voyez, la zone touchée est totalement dévastée. Ces navires resteront encore probablement échoués plusieurs semaines, plusieurs mois même. Image ici de Wani, à quelques kilomètres au nord de Palu, l'une des principales villes touchées. Philomène Remy, notre envoyée spéciale, est sur place. Écoutez-la. Palu a été renommée par ses habitants la ville de la mort, car il n'est pas rare encore aujourd'hui, 5 jours après le tremblement de terre et le tsunami, de sentir l'odeur des cadavres. Il y a encore des corps à même le sol dans certaines ruelles isolées ou sur la plage, et les habitants, eh bien, ils sont dans le désarroi le plus total. Ils errent parfois comme des zombies à la recherche de vivres, où ils tentent de récupérer au milieu des gravats ce qu'ils peuvent. Certains ont tellement faim qu'ils n'hésitent pas à risquer leur vie pour aller chercher un peu de nourriture, un peu d'eau dans ce centre commercial complètement dévasté derrière moi, prêt à s'effondrer. L'armée a été largement déployée dans la ville pour la sécurité, mais surtout pour prêter secours, pour prêter main forte aux équipes de secours, des sauveteurs qui se retrouvent à déblayer les débris, à tenter de chercher des survivants à main nue, tant il manque de matériel. Et bien sûr, il y a ces habitants avec ces pancartes. Nous avons faim, il manque cruellement d'eau potable, il y a une pénurie d'électricité qui rend la ville extrêmement anxiogène. En pleine nuit, ils sont plongés dans l'obscurité totale et doivent faire face à des répliques. Nous avons ressenti 2 répliques dans la nuit et au petit matin. Ce matin, nous avons pu parler à un responsable d'une ONG indonésienne qui nous a dit ne jamais avoir vu une catastrophe humanitaire d'une telle ampleur, tant l'organisation est chaotique. Et cette victoire à présent octroyée ce matin à l'Iran, qui risque de faire sourciller le président américain. La Cour internationale de justice, la CIJ, organe judiciaire des Nations Unies, vient d'ordonner aux États-Unis de s'assurer que leurs sanctions contre Téhéran n'affectent pas l'aide humanitaire à la population iranienne, ne mettent pas en péril l'aviation civile iranienne également. Le Téhéran faisait valoir que le rétablissement des sanctions consécutives au retrait américain de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire constituait une violation du traité d'amitié, un document peu connu mais signé réellement en 1955 entre les 2 pays. La CIJ qui confirme que l'Iran est bien dans son droit, dit ce matin Téhéran en réaction, toute première réaction. Donald Trump également dans le viseur dans son propre pays. Il se plaisait à raconter avoir bâti son empire grâce au chèque d'1 million de dollars offert par son père. L'histoire pourrait avoir été quelque peu déformé. À en croire le New York Times qui a longuement enquêté, le président américain se serait en réalité vu verser des dizaines de millions de dollars, des sommes que le chef de la Maison-Blanche, ses frères et sœurs auraient récupérées via des sociétés écrans pour aider leurs parents à échapper au fisc. La correspondance à Washington de Mathieu Mabin. L'enquête est longue, l'enquête est minutieuse, elle repose sur des dizaines de milliers de documents, parfois issus des archives même de la Trump Organisation. La bien nommée Trump Organisation, l'entreprise familiale dirigée par le père de l'actuel président des États-Unis, Fred Trump. Fred Trump est décédé en 1999, mais avant cela, ses enfants, en tout cas c'est le récit que font nos confrères du New York Times, auraient conseillé leur père pour échapper à la lourdeur des contraintes fiscales imposées par l'administration américaine, et dans des proportions absolument colossales, puisque les sommes reversées à Donald Trump seulement en remerciement par son père des services rendus s'élèveraient à 400 millions de dollars, une somme absolument colossale et qui tranche avec la mythologie trumpienne, avec le mythe de Donald Trump qui s'est décrit tout au long de sa vie et tout particulièrement pendant la campagne présidentielle de 2016 comme ce génie de l'immobilier, ce génie des affaires qui, sur la simple base du petit million offert par son père, ce sont ses propres mots, serait devenu un milliardaire new-yorkais. On est bien loin de la réalité décrite par les enquêteurs du New York Times aujourd'hui, ou en tout cas, si ces fraudes fiscales, si ces malversations fiscales étaient avérées, alors ce serait une affaire de plus et non des moindres pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche.
Et elle aussi aurait tenté de dissimuler sa fortune. L'actrice la mieux payée de Chine vient d'être condamnée à régler une lourde amende, à régler sa dette aussi. Fan Bingbing doit payer au fisc la somme de 129 millions de dollars d'impôts et pénalités. La star du cinéma chinois est sortie d'un silence médiatique de plusieurs mois pour présenter ses excuses à ses fans, au Parti communiste également. La rumeur la disait envoyée en camp de redressement en raison de ses excès. Et puis après la médecine et la physique, le Nobel de chimie vient d'être attribué, décerné à l'américaine Frances Arnold pour ses travaux sur les enzymes. 2 autres chercheurs se voient également récompensés, l'américain George Smith, le britannique Gregory Winter également pour leurs travaux respectifs sur les anticorps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.